Mission Arctique, c'est 5 équipes de tournage donc, qui ont sillonné pendant une année l'Arctique au complet, dans des conditions de tournage vraiment exceptionnelles. Il n'y a pas de glace depuis 2 ans. L'Arctique, c'est un petit peu comme voir le début de l'univers à l'état naturel. C'est très touchant comme environnement. Les conditions qui ont été les plus difficiles, peut-être, ça aurait été les conditions de tournage du mois de février, où le soleil commençait juste là, à sortir à l'horizon. Alors, c'était des températures de moins 40, mais qui sont des moins 40 là, du matin au soir. Je me suis filmé à un moment donné devant la caméra. C'était une espèce de bonnet de fourreux qui était tout gelé. Je veux dire, tu restais 15 minutes dehors, puis les narines te collent, la glace se forme autour de ton linge. Même la lentille est gelée. Il y était un temps où je suis resté 2-3 heures en ligne dehors, puis le guide est allé retourner au village, me laisser tout seul sa banquise. Puis j'avais hâte qu'il revienne. Moi, je suis tout seul ici. Dans 2-3 heures, la température va descendre encore plus. Puis j'avais commencé à avoir les pieds gelés, malgré le gréement pour essayer de te garder au chaud. Ça finit par passer. Les belles conditions, c'est sans doute les conditions du flow edge, où là, le soleil, plus tard au mois de juin, on parle quand même de 3-4 mois plus tard, où le soleil a monté beaucoup plus au-dessus de l'horizon. C'est quasiment des journées de 24 heures, avec un soleil qui te réchauffe un peu. Tourner au flow edge, c'est vraiment quelque chose de privilégié, c'est quelque chose de particulier. Ça demande pour les équipes qui sont là une capacité d'adaptation, évidemment, aux éléments. Pendant des semaines, l'équipe est confrontée aux rigueurs du climat, mais en même temps vit des moments extraordinaires, puisqu'il y a cette relation particulière qui s'installe entre la nature et l'équipe, entre la faune unique du Grand Nord qui se rassemble, puisque le flow edge, c'est là où la mer rencontre la banquise, et il y a une concentration exceptionnelle de vie marine qui s'installe à cet endroit-là. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des équipes qui couvraient cet aspect vraiment typique de l'Arctique.
passer environ 5 semaines sur la banquise. Les glaces sortirant tranquillement, bien, souvent, on est obligé de déplacer le camp, par exemple. Alors, c'est de réempacter les tentes et puis de se déplacer un peu plus vers Pond Inlet parce que les glaces vont se détacher en grands blocs. Et ça a tendance à inquiéter beaucoup les Inuits quand ils sentent que le printemps avance assez rapidement. Il y a cette crainte de se retrouver sur une glace qui s'est détachée et de partir à la dérive. Ce qui m'a le plus fasciné de nos guides inuits, c'est leur capacité à voir dans un environnement tout blanc, par exemple, un ours polaire à 5 km. Ça, c'est complètement déroutant. Ils vont arrêter, ils vont nous pointer du doigt l'horizon, ils vont nous dire qu'il y a un ours là-bas, puis nous, on n'y voit rien. Une des façons de percevoir toute la vie en Arctique, c'est par l'acoustique et c'est par l'hydrophone qu'on va mettre à l'eau. Alors, en mettant l'hydrophone à l'eau, on arrivait à déterminer qu'est-ce qu'il y avait comme vie animale sous-marine dans le secteur où on était. À mesure que l'Arctique se libère des glaces, pour nous, ça marque évidemment le signal du départ. Alors, donc, au quai de Cap-aux-Meules, aux îles de la Madeleine, l'équipe qui accepte de laisser quand même tout derrière, famille, amis, pour vraiment partir et se lancer à fond dans l'aventure. Mais je pense que le départ, c'était quelque chose. Et en plus, on part pour 5 mois, quasiment, dans l'inconnu total. On ne sait pas si on va réussir, on ne sait pas si le bateau va tenir aux glaces. Toujours des petites angoisses stupides. L'émotion est là, tu le sens, tu le vois. Puis c'est quand le moment arrive, le moment où les amarres sont... Les amarres partent, là, tu lâches le quai, le bateau s'en va tranquillement. Puis surtout, après ça, quand, bon, ben là, il y en a qui te suivent avec le bateau, puis c'est encore les mouchoirs, puis les babayes, puis tout, c'est encore plus dur. Pour nous, c'était important d'aller dans l'Arctique pour vraiment sentir l'Arctique. Et si vous voulez vraiment sentir l'Arctique, je pense que c'est essentiel d'y aller avec les bons moyens. Et dans ce sens-là, l'expédition du Sedna 4 a été formidable, puisque ça nous permettait d'être 5 mois dans l'Arctique, complètement confrontés avec les éléments et faire vraiment équipe avec la nature. Et c'est sans doute la plus belle façon de rendre l'esprit de l'Arctique, de rendre la beauté de ces paysages et surtout d'aller toucher les âmes pour vraiment être capable de transmettre la fragilité de l'Arctique.
tourner en HD en Arctique, c'est un privilège. Parce que c'est un endroit qui est d'une grande beauté. Puis ton désir, c'est de ramener aux yeux du reste du monde une image juste. Et la haute définition, en quelque part, permet d'avoir des qualités d'image qui sont à tout le moins un peu inégalées aujourd'hui. C'est important pour nous de ramener aussi la face cachée sous la glace, voir qu'est-ce qui se cache, puisqu'évidemment, la faune marine ne vient à la surface que pour respirer. Alors, pour Mario, notre chef plongeur, c'est un défi de taille, puisque les courants dans ce secteur de l'Arctique sont très impressionnants et peuvent entraîner le plongeur sous la glace. Et là, évidemment, c'est dramatique. Pour Mario, réussir les plans sous-marins, c'était vraiment quelque chose de pas facile. Il fallait beaucoup de patience. Il a passé des heures et des heures dans l'eau à attendre. Et il y a tout ce jeu de cache-cache entre les animaux et lui, puisque souvent, la glace empêche le plongeur de circuler sur de grandes distances. Donc, Mario devait essayer de prévoir où les animaux allaient sortir. Et c'est tout ce jeu là, de cache-cache avec les animaux qui... ça prend beaucoup de patience. Pour un plongeur, réussir de belles images sous-marines, c'est des heures et des heures de patience. Et ça prend un peu de chance aussi. Mario, pour avoir déjà rencontré des problèmes de tournage avec les morses, avait certaines craintes. Et c'est quand même une bête qui est assez volumineuse, qui est extrêmement forte, qui est beaucoup plus agile sous l'eau que lui pouvait l'être. Et à un moment donné, à Coats Island, alors qu'il s'est approché d'un troupeau de morses, il y avait notre guide qui n'était pas loin, qui surveillait, s'assurait que le morse n'allait pas avoir une réaction là, incontrôlée puis charger sur Mario. Parce qu'il y a toutes sortes d'histoires de housing, de caméras sous-marines qui ont été défoncées par des défenses de morses. Donc, il serait pas tellement convenu là, qu'un plongeur ait affronté un morse. Les images sous-marines permettent de passer au-delà du miroir, de franchir cette frontière de la surface de l'eau pour vraiment entrer dans un nouveau monde, dans un monde qui est encore inconnu, un monde plein de mystères. Et c'est important pour nous de livrer un peu de ce monde méconnu au grand public.
On avait une plateforme qui s'appelle le Senna. C'est comme un studio flottant là, avec une salle de montage à bord. Bon, la bouffe, les chambres. C'était vraiment un plateau flottant. C'est vrai que ce bateau, c'est magique parce que c'est un moyen d'être sur place tout le temps avec son équipement. On a juste à sauter dans le Mustang, la combinaison, on part. Un exemple, c'est dans une baie en quelque part, à un moment donné, il y a quelqu'un qui voit deux paires de cornes qui s'en venaient. C'était deux caribous qui nageaient à l'eau. Ça fait que tout de suite, ben, t'es là, mais en même temps, il y avait 2 Zodiacs à bord. Ça fait que c'est une question d'à peu près 8 minutes, puis on est dans le Zodiac, puis on est prêt à tourner, puis à suivre les caribous. Puis ça fait que de ce côté-là, c'était quand même pas mal parfait. OK. Ça a de l'allure, là, je pense. Il a passé en haut. Il y a eu plusieurs moments qui ont été magiques, évidemment, durant le tournage. La relation qu'on a établie aussi avec les animaux, ça, pour moi, c'est des souvenirs que je n'oublierai jamais. Dans le film, il y a une séquence où un ours s'approche du Sedna et tout l'équipage est sur le pont. Et dans un silence complet, il y a vraiment une relation qui s'établit entre l'équipe de tournage, l'équipe de navigation et cet ours curieux qui vient tourner autour du bateau. Mais aujourd'hui, je vais vous dire franchement comment on a tourné cette séquence-là. En fait, la vraie histoire, c'est que Sylvie, notre cuisinière, était en train de faire cuire du bacon. Et l'odeur s'est répandue jusqu'à l'ours qui était sur une banquise pas loin. Et nous, on le sait, évidemment, on le voit en train de lever son nez dans les airs. Il a senti le bacon, il a décidé de venir voir qu'est-ce qu'était cette odeur nouvelle, sans doute, pour lui. Puis là, tout le monde était sur le pont. Et puis c'est vraiment l'ours qui est venu vers le bateau. Il est venu en avant, il est venu faire un tour, il nous regardait. Ça, c'était un moment magique. Puis tout le monde respectait ça, il n'y avait personne qui parlait. Et puis je l'entendais respirer dans l'eau. Ça fait que ça a été un beau passage, un beau moment. Tout est dans la façon de faire, dans le respect qui s'établit entre l'animal que l'on veut filmer et l'équipe de tournage. Souvent, pour moi, c'est important d'établir un contact, de regarder, qu'on se regarde droit dans les yeux. Et souvent, il y a un mélange de crainte et de fascination réciproque. Et quand on réussit à établir ça avec le sujet, avec l'animal que l'on veut filmer, à ce moment-là, souvent, il arrive des moments extraordinaires. Un des exemples que j'ai, c'est une mère ours et ses deux jeunes d'une année. On a pu passer beaucoup de temps avec ces animaux-là sans jamais changer leur comportement. Évidemment, ils nous regardaient, mais ils ont accepté notre présence. On s'est installé sur un morceau de glace pas très loin d'eux et à un moment donné, ils ont décidé de faire une sieste. Je me souviens, je prenais des photos cette journée-là puisque c'était un moment magique et on veut toujours immortaliser ces moments. Et la relation qu'il y avait entre ces 3 ours et nous, c'était vraiment exceptionnel. Et à un moment donné, ils se sont simplement endormis parce qu'il y avait une relation de confiance et de respect qui s'était établie entre nous.
Il y a eu une séquence où on n'a pas pu établir le contact vraiment visuel avec les animaux qu'on voulait tourner. Et c'est une journée dans le détroit du Son où nous avions filmé une mère ours et son petit sur l'eau. Et j'ai décidé d'ajouter un autre angle de vue et j'ai suggéré à l'équipe technique de se faire déposer sur un morceau de glace. On suivait la mère et son petit. Alors évidemment, elle était un peu méfiante parce qu'une mère et son petit, c'est toujours plus méfiant. Et on la suivait depuis un bon bout de temps, etc. Et à un moment donné, on s'est fait déposer par le Zodiac à un autre bout en se disant elle va sans doute aller dans cette direction-là. Donc on va se tenir prêt, puis on a la langue focale, on a le téléobjectif. Donc on va pouvoir la prendre de loin, ça va être parfait et tout ça. Puis si elle vient par là, ben, ce sera encore mieux. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a débarqué à l'extrémité, disons, des morceaux de glace, sur le même morceau de glace que la mère et son petit. Et puis là, lui, il retournait avec le Zodiac. Mais alors, on n'avait plus de Zodiac, on était 4 sur notre bloc de glace, sur un espèce de petit promontoire un peu surélevé. Et nous, on pensait qu'elle nous avait vus. Elle s'approchait de nous, d'abord un peu loin, après plus près et tout. Et puis, on était certain qu'elle nous avait vus, mais on devait être à contre-vent. Et je ne sais pas pourquoi. Au début, on était contents puisqu'on se disait « Wow, on va avoir des images extraordinaires ». Mais à la fin, c'était rendu vraiment trop près. Et Sylvain et moi, dans le pneumatique, on a décidé de revenir pour essayer de faire une diversion pour que l'ours change de direction, puisque là, il s'en allait carrément sur les quais. Là, à un moment donné, elle se rapprochait. Fait que là, tu essaies d'élargir un peu pour voir la bête qui s'en vient. Et puis, à un moment donné, moi, je ne pouvais plus... En tout cas, la focale était rendue fixe à 150 mm. Et tout d'un coup, elle nous a vus. L'agent qui s'enlève. Attention! J'ai tombé par en arrière. Puis Hubert, le preneur de son, je pense qu'il a fait la même chose. Mais lui, il est comme connecté. Le son est comme connecté après la caméra. Ça fait que quand il est tombé sur le dos, ça fait tomber la caméra aussi. Et puis là, l'ours est comme arrêté quasiment sur le trépied. Mais le problème, quand vous êtes dans un coin comme ça, c'est que les ours polaires, ça court à 50 km/h, ça nage comme un poisson sur l'eau, sous l'eau, etc., sans aucun problème, et il n'y a pas d'arbres. Alors là, il y a comme un problème. Donc là, moi, je suis comme à moitié tombé sur un bloc de glace de côté, mais j'avais mon micro, ma perche. J'ai fait face, parce que j'ai pas le choix, j'étais accroché à la caméra, j'avais pas le temps de me détacher. Ça s'est passé très, très vite, cette affaire-là. Fait que t'as peur, mais en même temps, t'as pas le temps d'avoir peur. Oui, on a un petit peu peur, c'est normal. Finalement, elle a reviré de bord, puis on a été correct, mais c'est d'avoir vu l'ours près de même, là, proche comme ça, là, à peu près à une quinzaine, 16 pieds de nous autres, là. C'est effrayant. Une des rencontres les plus impressionnantes qu'on a eu l'occasion de vivre, c'est à Igloolik avec les baleines franges. Dans ce secteur-là, les baleines, à un moment donné, au printemps, cherchent vraiment à rejoindre un secteur qui est leur secteur d'été. Et ils vont pousser énormément sous les banquises et se trouver des endroits où la glace a complètement fondu et où ils peuvent sortir puis respirer. Pendant, je dirais, une vingtaine de minutes, ça a été un spectacle là, tout à fait ahurissant, où tu voyais les animaux sortir. Tu commençais à les percevoir sortir du fond de la mer, là, du fond des eaux un peu plus sombres. Puis tranquillement, tu voyais les taches blanches de leur corps arriver en surface. C'était une après l'autre pendant 20 minutes à se chevaucher, à chercher à rentrer dans cette espèce de trou-là qui le servait d'endroit pour pouvoir respirer.
J'ai l'impression qu'à un moment donné, il n'y a eu qu'une baleine qui est restée, les autres étant partis. Et cette baleine a pris le temps, sans doute, de se reposer avant de quitter le lieu. Alors, elle est sortie à la surface, puis elle est restée là un bon 5 minutes à respirer tranquillement. Moi, c'était une occasion tout à fait unique de pouvoir voir cet animal au complet dans ce trou-là de glace, de pouvoir filmer, de voir l'œil de l'animal. C'est difficile de voir un œil de baleine. C'est pas une occasion qui est donnée à tout le monde, de bien voir l'œil au travers de la transparence de l'eau. Ça a été émouvant parce que c'est des occasions qui sont tout à fait uniques. Fallait attendre que cette baleine-là décide de se reposer là pendant 5 minutes. Me donne l'occasion de faire des plans qui autrement auraient été impossibles. Et tranquillement, elle s'est laissée descendre dans l'eau puis elle est partie. Et après ce moment-là, il n'y a plus eu aucun souffle autour. On a l'impression que tout d'un coup, il y a comme 25-30 baleines dans une périphérie de quelques kilomètres carrés qui sont partis au large. Certainement un des moments les plus dramatiques de l'expédition, ou en tout cas les plus forts, c'est cette attente dans le détroit de Belleau. Le passage était complètement bloqué par les glaces. Durant ces 7 jours d'attente, ça a été pour moi probablement les moments les plus stressants, puisque l'angoisse de ne pas pouvoir passer, l'angoisse également de ne pas pouvoir revenir sur nos pas, puisque tout le nord était en train de se refermer. Donc, on était vraiment captifs, pris dans une souricière, et on ne savait plus vraiment quoi faire. Donc, on va continuer à être confronté à des conditions comme ça. On ne pourra pas transiter. C'est sûr, aujourd'hui, on oublie ça. Demain, bien, il faudrait une très grande surprise pour qu'on puisse penser à une amélioration de la situation. Les vents sont encore d'ouest. Et pour la première fois, vraiment, on a senti une division de l'équipe, puisque on avait un groupe qui voulait changer de stratégie. Ça demandait beaucoup de calme et beaucoup de consultation avec l'équipe de navigation pour vraiment prendre les bonnes décisions. Si ça reste 3 jours avec du rouge contre Belleau, on ne passera pas non plus d'ici 3 jours. Or, dans 3 jours, on peut être là. Il fallait soit qu'on reste là ou qu'on retourne en arrière. Ça a été des longues journées de discussion. Puis il y avait beaucoup de tension parce qu'il y avait le clan des pour passer Belleau puis le clan des contre passer Belleau. Éventuellement, si on va et on revient, on perd 2 jours, mais ici aussi, on va perdre au moins 3 jours. Mais je me souviens des discussions interminables où les gens voulaient qu'on aille faire le tour par le nord et essayer de se confronter au détroit de Peel, qui est un des détroits les plus dangereux de l'Arctique. Et j'ai pris la décision de rester et de ne pas essayer la route du Nord, la route de Peel. En tout cas, je pense que vous l'avez remarqué, mais le matin, dans le bac de nettoyage des équipements de plongée, mais il y avait de la glace sur le dessus de l'eau pour la première fois. Donc, on est tombé en bas de 0, ça commence à geler. Et ça a été un moment d'angoisse, d'insomnie, et j'oublierai jamais ça. Cette glace-là, elle est essentielle pour la vie arctique, pour tout l'écosystème. Mais ça nous montre également qu'on n'est pas vraiment adapté à ce monde de glace. Ça a été toute une bataille entre le Sedna, l'équipage qui a été formidable, et ce détroit complètement bloqué. C'est en train de se refermer. Je ne vais pas mettre de pression, mais il ne faudrait pas ralentir beaucoup. À gauche, c'est clair? Non, c'est bon, oui. On s'était aventuré dans un secteur méconnu de l'Arctique et il fallait naviguer jour et nuit, puisque on savait qu'il nous restait tout l'ouest à faire et les glaces allaient bientôt refermer notre seule option de retour.
Moi, je pense que j'étais en train de lire dans ma couchette à l'avant et tout. Et tout d'un coup, j'ai entendu le boom, ça a bougé, etc. Et bon... Vers 23 heures, le Sedna a heurté un haut fond qui était non signalé sur les cartes. Et ça a été le l'échouage. C'était un bruit indescriptible, c'est un bruit de métal. Tu savais que le bateau avait touché le fond à quelque part. C'est rond, lui. Et même Jean n'était pas tellement d'accord pour qu'on tourne, parce qu'il savait très bien que s'échouer, c'est pas n'importe quoi. Avec un bateau de cette taille-là, il y a des possibilités, il y a des risques, etc. Les rubans tournés par Martin m'ont été remis personnellement, n'ont jamais été transférés. Et ce n'est qu'à l'étape du montage que j'ai accepté de revoir cette scène et que j'ai accepté finalement de la partager avec le public. Donc, mon réflexe a été de chercher le son et puis la caméra, puis tourner discrètement parce que faut pas être dans les pattes du capitaine. Là, ça va graffiner, faites pas le saut. J'étais pas très d'accord, en fait, avec ça. Mais je suis content qu'il l'ait fait. Évidemment, il fallait pas qu'on aille trop près des gens parce que les gens avaient une tension. Donc, il fallait comme être là, mais être un peu à l'écart. Ça court à gauche, par à droite, puis là, c'est les lumières d'urgence qui sont là. On se sentait un peu rejeté. Disons que si on avait amené la caméra trop près, je pense que... il fallait que la caméra soit discrète. Il fallait que les gens puissent continuer à faire leur travail. Et ça, pour moi, c'est du vrai documentaire. Ils ont réussi à aller chercher l'essence même de ce qui s'est passé dans la timonerie ce soir. Grâce un peu à la haute définition, là, avec le peu de lumière qu'on avait, on a réussi à avoir quand même des images pas mal nettes. Ça a duré 45 minutes. 45 minutes d'angoisse où tout vibrait à bord. J'oublierai jamais le son sourd de la coque qui graffigne sur le fond, qui rebondit. C'était complètement angoissant. Les mâts, les haubans, tout bougeait. J'ai eu peur que les mâts tombent à un moment donné. Ça a été un moment de pure panique, mais intérieure. Et ça prend une certaine humilité pour accepter de se faire filmer dans une situation où on est plus nerveux que... Même si on a l'air calme, je veux dire, ça se voit qu'on est nerveux, parce que c'est sûr qu'on risque le bateau, on risque le voyage, on risque même nos vies, parce que si le bateau se casse en deux, ou coule, ou se détruit, ou n'importe quoi, il peut y avoir du dégât. Hein. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On savait que la marée était en train de descendre et qu'il fallait absolument sortir. Et à un moment donné, en parlant avec Stéphane, je lui ai dit, moteur à fond, il fallait mettre toute la gomme pour essayer de sortir de là, parce que sinon le bateau serait encore là aujourd'hui. Oui, on bouge. On bouge. OK, continuez à sonder par où vous êtes, les gars. On a bougé. On est sorti. Les gars, on pense qu'on est sorti. Ouais, je pense que l'échouage, c'est pas mal le moment le plus stressant. Ouais. On a pu sortir le bateau. Et là, évidemment, c'était un soulagement énorme. Évidemment, on a envoyé Mario qui a inspecté la coque et tout ça. On n'avait aucun dommage majeur. Et ça a été un moment que j'oublierai jamais. Oui, on a dit qu'il n'y avait pas de voie d'eau. Pas de voie d'eau. No pollution. On continue à investiguer la coque.
partie du voyage à l'intérieur de l'île d'Ellesmere par les voies maritimes sur le brise-glace Khlebnikov, ça a été une autre belle expérience. Ça a permis de prendre contact avec une autre région de l'Arctique où les problèmes sont passablement les mêmes que dans le sud. Les paysages d'Ellesmere font vraiment bande à part, un peu comme les paysages du Groenland aussi. Des tournages comme ceux-là en Arctique te font réaliser la fragilité de nos écosystèmes, surtout quand tu es dans des endroits où la vie a vraiment peu d'espace pour s'implanter, parce que c'est des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. Et quand tu vois ça éclore l'été, quand tu vois sur l'espace de quelques mois tout le déplacement animalier, ça nous met devant un constat où, dans le fond, on est bien peu de choses, on est bien petit, puis on a tout intérêt à protéger des endroits comme ceux-là. L'Arctique de l'Ouest est sans doute un des endroits les plus affectés par les changements climatiques. Et tout était en retard. Les belugas étaient en retard. Les caribous étaient en retard. Élie, le caméraman qu'on avait mandaté pour suivre la migration des caribous, a vécu une situation vraiment dramatique, en fait, puisqu'il a filmé le combat de deux caribous mâles qui se battaient. Et durant la confrontation, leur panache est resté coincé. Et devant la violence du combat, un des mâles a eu la nuque brisée et il est mort presque de façon instantanée. C'est un combat qui a été long, violent, et Élie était confronté à une situation vraiment particulière où un caribou était maintenant prisonnier d'un cadavre de caribou, puisqu'il n'arrivait pas à se dégager. Élie a décidé d'intervenir pour essayer de libérer le caribou, parce qu'on savait très bien que l'animal, ainsi prisonnier, allait mourir inévitablement. Mais avec la pression des bois, il n'a jamais été capable. Ça pose évidemment tout ce côté problème d'éthique. Est-ce que nous, en tant que privilégiés d'être dans ces endroits, est-ce qu'on devrait intervenir ou simplement laisser les lois de la sélection naturelle faire leur travail? Après des mois de navigation, on est finalement arrivé dans le détroit de Bering. Et entre les îles de la Petite Diomède et de la Grande Diomède, qui constituent la frontière entre les États-Unis et la Russie, en fait, on a réussi. C'était l'endroit qui marquait la réussite du passage du Nord-Ouest. Mais en même temps, il y avait une espèce de tristesse qui s'installait, puisqu'on laissait derrière nous un monde de glace, une culture inuite avec laquelle on a partagé beaucoup. Et curieusement, c'est l'endroit peut-être le plus approprié pour parler de ce temps qu'on laissait derrière nous, puisque juste entre les deux îles, il y a seulement 2000, et c'est la ligne virtuelle du changement de date. Si on met le bateau là, sur la frontière, ça veut dire qu'il y a une journée de différence entre le Beaupré et la Pau. Les États le passé. Pour nous, la mission arctique, quelque part, était terminée, puisqu'on laissait derrière nous le monde de glace, mais on était quand même juste au large des côtes de la Sibérie. Il fallait rentrer à la maison. Il nous restait beaucoup de chemin à faire, toute la côte ouest à parcourir, et je savais qu'on s'en allait vers un retour, en fait, à la normalité.
rejoint la côte du Pacifique. Là, même le capitaine nous disait à tous les jours, si jamais le vent se lève là, du Pacifique puis ça vient du Japon, cette affaire-là, on peut avoir de la méchante houle puis des méchantes vagues. Fait que là, tu te dis, ouais. Puis là, tu regardes la côte, puis avec le capitaine, tu dis ça un peu, puis c'est pas évident que tu peux rentrer n'importe où puis te mettre à l'abri, tu sais. Surtout, puis il n'y en a pas partout, des abris. Ça fait que tu te dis, si on pogne du Mavatan, c'est un peu une course, mais ta course, toi, ta vitesse maximale, c'est à peu près 9 nœuds, 10 nœuds, là. C'est pas très rapide. Ça fait que ça aussi, j'étais pas certain. Je pense que tout le monde a vécu une crainte à ce moment-là, puisque c'est quelque chose de tellement puissant. Les tempêtes, c'est impressionnant, ça fait peur. Et ça nous rappelle qu'on est tout petit, tout petit. C'est un bateau minuscule dans l'océan. Oui, on peut dire que c'est vrai que quand on a commencé à passer le détroit de Bering, qui était quand même la fin de l'Arctique d'une certaine manière, il y avait quand même on a eu des gros coups de vent, on a eu jusqu'à 80 nœuds de vent. 80 nœuds, ça commence à décoiffer. Marine forecast valid to 60 and Wednesday, outlook to 6. Storm warning. Southeast wind 50 knots diminishing to 25 knots Wednesday morning. Écoute, on l'a frôlé le 82, hein. Ça commence à être du vent. Après la tempête vient le beau temps. Et là, on a eu des rencontres exceptionnelles avec une faune riche, celle de l'Alaska et de la côte ouest du Canada. Des moments formidables avec les épaulards, avec les loutres, avec les baleines. En fait, ces rencontres nous permettent de réfléchir et de comprendre un peu mieux notre rôle. Notre but est surtout de ramener des images qui vont être capables de témoigner de la beauté et de la fragilité de ces endroits. Et certainement, la riche faune de l'Alaska est un élément qui nous permet vraiment de réfléchir sur ce que l'on fait. Un projet comme Mission Arctique, évidemment, ça bouleverse nos valeurs. Pour moi, il est clair que vivre l'aventure comme on l'a vécu, cette implication totale de l'équipage pendant 6 mois, ça a été quelque chose d'exceptionnel et ça, je le referai demain matin. Ça nous porte à réfléchir beaucoup sur notre façon de vivre, sur nos valeurs, sur ce que l'on veut léguer, en fait, aux générations futures. Je pense qu'il est temps d'agir, je pense qu'il est essentiel d'agir. Et j'espère juste que les gens, à travers cette série, pourront comprendre l'urgence de la situation. Ce mélange de science, de cinéma, à travers la beauté des paysages, à travers tout ça, moi je trouve que c'est une combinaison extraordinaire, à la fois pour les adultes, pour les enfants. Je suis sûr qu'ils peuvent rêver avec ça. Et quand on a une partie du rêve, on a une partie de la solution, on a une partie de sa vie, on arrange bien les choses, c'est sûr. Il va y avoir des changements en Arctique au cours des prochaines décennies si le réchauffement tel qu'il est prévu se produit. Déjà, les Inuits constatent qu'il y a des reculs de glace, qu'on commence à y trouver de nouvelles espèces animales qu'on ne trouvait pas avant. Il va y avoir un changement. Moi, je suis bien pessimiste. Je sais bien que ça n'arrivera pas demain matin, mais dans 500 ans, là, je serais curieux de revenir faire un tour. Moi, je suis optimiste. Je pense que, comme toute chose, il va y avoir une adaptation. Ça sera peut-être plus ce que c'est, ça va devenir autre chose, mais ça reste un endroit
de grande plénitude. Je veux dire, passer 2 semaines en Arctique, c'est quasiment thérapeutique. Une pilule, non? On prendra pas ça, hein? When I told you that the Arctic was melting, so... Well, it's been nice knowing you guys. You're really stuck, eh? Yeah. What if I pull No, you? no, it's coming. Okay. Wow. The other one now. Yeah. Kaina no kote kaya la ote geyate daudo ngoma yakani butanga ni walo kada po ya otale po kakabulu ni binga wa tao nunga toto da ya ngama kaina no kote kaya la ote geyate daudo ngoma yakani butanga Kutualu katanda ya utare po kakabulu ni binga wa tao nunga toto da ya ngama kaya no kote kaya la wache wegenya che tao do ngoma ya kani putanga tare kata ko ya utare po kakabulu ni binga